À la une de l'actualité, l'inauguration par le président Alassane Ouattara ce samedi de la voie express à Bobo à Niama, baptisée du nom du roi du Maroc, Mohamed VI. A suivi également la rencontre entre le chef de l'État et les victimes de la crise post-électorale. Les victimes seront indemnisées, a dit le président. Vous l'entendrez dans quelques instants. Ouvert officiellement le 3 avril dernier par le chef de l'État, le SARA, Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, a pris fin ce samedi. La première dame, Dominique Ouattara, était sur le site pour encourager participants et organisateurs de cette troisième édition. Et puis reprise des cours le lundi 13 avril prochain, l'annonce a été faite par le MDEDD, le mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits. Vous l'entendrez également dans ce 20h. Et puis le Kenya a commencé l'inhumation des victimes du massacre de l'université Garissa. De nombreux étudiants et proches se sont réunis à la morgue de Nairobi, la capitale, pour rendre un dernier hommage aux 148 victimes de l'attaque. Voilà pour les principaux titres de ce 20h. Bonsoir, bienvenue. Merci d'être avec nous sur RTI 1 dans ce 20h, comme tous les samedis. Une page culture avec un invité, Nyanga Djoumon Kone. Il est l'auteur de cet ouvrage qui a pour titre « Les jeunes patriotes ou la revanche des porteurs de chaises en Côte d'Ivoire ». Dans une trentaine de minutes, l'auteur nous dira ce qu'il retient de l'effervescence patriotique observée ici en Côte d'Ivoire sur la période 2002-2011. Rendez-vous donc dans une demi-heure, le temps donc de parcourir les autres points de l'actualité avec ce qui constitue la une de l'actualité nationale. Mais avant ce communiqué. Un communiqué du président de la République adressé à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. C'est avec une grande consternation que j'ai appris l'effroyable accident d'autocar qui a occasionné la mort de plus d'une trentaine de personnes, dont de nombreux enfants, et fait plusieurs blessés ce 10 avril. Je prie votre Majesté de bien vouloir transmettre aux familles endeuillées mes très sincères condoléances et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Je vous l'annonçais dans les titres, le président Alassane Ouattara a inauguré ce samedi la voie express à Bobo à Niama, baptisée du nom du roi du Maroc, Mohamed VI. L'objectif de ce projet d'aménagement devenu réalité, améliorer l'accessibilité des zones traversées par la nouvelle route et assurer une liaison permanente, mais surtout rapide, entre Niama et le reste de la métropole économique ivoirienne. Jérôme Kofi Aboula. La voie express à Bobo à Niama. On ne peut pas dire que les populations de ces deux communes n'en ont pas rêvé. Ce rêve devenu réalité avec la cérémonie d'inauguration ce samedi 11 avril 2015, c'est à juste titre que ces populations ont été fortement mobilisées à l'accueil du président de la République, Alassane Ouattara, venu leur livrer cet ouvrage. Cette mobilisation, telle l'expression de reconnaissance envers le chef de l'État, dont la politique a permis la réalisation de cette voie combien importante pour ces populations. Les représentants pour exprimer cette gratitude, les maires des communes d'Abobo et d'Aniama. La cérémonie d'inauguration de la voie express à Bobo à Niama témoigne bien de votre volonté, Monsieur le Président, votre volonté inébranlable de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Monsieur le Président de la République, depuis votre arrivée à la tête de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, la cité de la Kola commence à goûter au bonheur du développement. Monsieur le Président de la République, Anyama vous dit très sincèrement merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Une route tout à fait neuve en 2 fois 2 voies. Le projet d'un coût global de 9,8 milliards de francs CFA a été cofinancé par la BOAD, Banque Ouest Africaine de Développement. Son représentant résident en Côte d'Ivoire, Omar Tambélé, a indiqué que la BOAD serait toujours disposée à soutenir la Côte d'Ivoire dans ses efforts de développement visant à faire d'elle un pays émergent. Pour le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, la construction de cette voie va permettre à Abobo et à Niama de connaître enfin le bonheur après tant d'années de souffrance dues notamment aux difficultés d'accès. Excellence, Monsieur le Président de la République, la cérémonie qui nous réunit ici est la manifestation concrète de ce souci constant que vous avez exprimé tout au long de ce mandat, de concentrer votre énergie à régler d'abord, parmi tant d'autres, les questions touchant au vécu des concitoyens
de vos populations. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui est une étape importante dans l'amélioration du cadre de vie. La voie express Abobo à Niamey est baptisée du nom du roi Mohamed VI du Maroc. Pour ce faire, le royaume chérifien a été représenté à cette cérémonie par le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération. Il a saisi l'occasion pour saluer les relations exemplaires entre les deux pays à travers leurs leaders respectifs, en l'occurrence Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président Alassane Ouattara. J'ai l'immense plaisir et l'immense honneur de représenter Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc, à cette cérémonie d'inauguration de cette voie express dont Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a tenu à lui donner son nom. En hommage à une amitié sincère, à une fraternité de tout temps, mais aussi à une ambition que Son Excellence le Président et Sa Majesté le Roi, déterminés comme ils sont, à vouloir donner à cette relation d'exception entre la Côte d'Ivoire et le Maroc un contenu et une détermination et un dynamisme qui apportent une contribution au développement de nos deux pays et au développement de nos deux peuples. Le président de la République, Alassane Ouattara, de son côté, a dit toute sa joie de se retrouver à Abobo pour cette cérémonie, pensant prioritairement à toutes ces personnes qui ont payé le lourd tribut de la crise post-électorale. Tant à Abobo qu'à Niamey, il a promis une fois de plus que justice sera rendue. Toutefois, le chef de l'État, qui souhaite une Côte d'Ivoire totalement réconciliée, a demandé à tous de tourner la page des souffrances, les invitant à se consacrer résolument au développement pour parler de cette voie express qui fait la joie des populations d'Abobo et d'Aniama. Nous sommes là pour commémorer ensemble un événement de haute importance pour la population d'Abobo, d'Aniama et pour toute la Côte d'Ivoire. Oui, cette voie va faciliter la circulation entre Abobo et Anyama et va totalement désenclaver cette belle cité cosmopolite d'Anyama. Ce jour est donc à marquer d'une pierre blanche. La mise en service de la voie express Abobo-Anyama permettra l'intégration harmonieuse de ces deux belles cités. À Abobo, le président de la République a encore fait parler son cœur. Comme à chaque fois qu'il se retrouve dans une localité, il a offert une enveloppe de 23 500 000 francs CFA au corps préfectoral, à la chefferie traditionnelle, au Grand Conseil d'Abobo et d'Anyama, aux religieux, musulmans et chrétiens, aux femmes ainsi que les jeunes. Il a notamment promis, en plus des chantiers déjà effectués dans les deux communes, la réalisation des travaux de la traversée d'Anyama et la satisfaction surtout des besoins en eau potable. Et pour des usagers, cette route améliorée va non seulement favoriser la libre circulation des personnes et des biens, mais également favoriser l'approvisionnement des zones urbaines en produits de consommation. Quelques réactions de joie exprimées au micro de notre reporter Abou Sanogo. Fini les nombreux nids de poules. Fini le calvaire des usagers de l'axe Abobo-Anyama. La voie express Mohamed VI, inaugurée ce samedi 11 avril par le président de la République Alassane Ouattara, vient mettre ainsi un terme à la souffrance de ces populations qui ont effectué très nombreuses le déplacement pour témoigner leur gratitude et leur reconnaissance au chef de l'État. Mais le président, c'est un monsieur qui est vraiment, il a l'ambition de tout faire, rendre tous les Ivoiriens heureux. Il y a très longtemps que nous parcourons ce chemin-là. Ce chemin était beaucoup enclavé, mais aujourd'hui, nous allons circuler sans problème. Alors nous sommes très très contents du travail que fait le président. Je remercie le président. Tout ce qu'il a fait à PK Digital, je suis content, je le remercie. Il a fait un effort pour nous. Pendant la crise, on a vécu dur, mais vraiment il a été reconnaissant envers nous. Le fait qu'il a fait au route d'Anyama à Bobo, vraiment on est content. On marche aujourd'hui librement, vraiment on lui remercie. Très fier du président.
par rapport à son travail qu'il fait pour la population de Abobo. En tout cas, je le remercie beaucoup. La voie express Abobo à Niama est longue de 4,5 km. Elle a 2 fois 2 voies. Elle va permettre d'assurer une liaison permanente et rapide entre Anyama et le reste de la capitale économique. Nous avons souffert pendant plus de 10 ans. Cette voie était devenue impraticable. D'aucuns même ont juré qu'on ne va jamais voir le bitume ici. Grâce à Alassane Ouattara, président de la République, un homme d'État qui respecte sa parole, qui respecte ses promesses, Anyama aujourd'hui est sorti du trou. Et nous sommes très contents de lui parce qu'il a tenu à sa parole. Il avait promis de venir faire l'inauguration et aujourd'hui il est arrivé, c'est chose faite. Maintenant, ce que nous souhaiterons, on lui demande encore un peu plus, bitumer un peu l'intérieur de PK18. Je remercie beaucoup Monsieur le Président, car cette route n'était pas vraiment praticable. Mais aujourd'hui, je suis vraiment heureuse car il nous a donné une route où on peut tout faire maintenant. Le président de la République, Alassane Ouattara, a également procédé à l'inauguration du château d'eau d'Anyama et au lancement des travaux de la voie de traverse de la commune d'Anyama. Et nombreux sont les transporteurs qui estiment que cette nouvelle voie va leur permettre d'avoir un gain de temps, mais surtout réduire le coût du carburant utilisé quotidiennement. Ce sont des habitants d'Abobo et d'Anyama qui ont exprimé leur reconnaissance au président de la République. Ces habitants l'ont exprimé au cours de cette cérémonie d'inauguration. Les temps forts du parcours Abobo-Anyama avec notre reporter Thomas Nguessambi. Alassane Ouattara à Abobo, une autre histoire. Une évocation de son seul nom crée toujours de l'effervescence dans la commune la plus peuplée du district d'Abidjan. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à Abobo pour l'inauguration de la voie express Mohamed VI, l'occasion était tout trouvée pour une grande communion entre un leader, un homme d'État et des populations qui ont toujours souhaité ardemment qu'il soit et demeure dès l'heure. D'Abobo PK18, un lieu dit, il a fallu du temps au président de la République pour se rendre au bout du tronçon à inaugurer. Par endroits, c'est une foule à la limite téméraire, scandant Ouattara, Ado, Ado la solution, Nya Ado, qui impose son rythme au cortège présidentiel. Par des sourires et des mains levées, Alassane Ouattara a pu répondre aux salutations de nombreux jeunes venus à sa rencontre. Après Abobo, c'est la commune d'Anyama qui prend le relais. Sur la voie express, comme par d'autres voies de la cité de la Kola, Alassane Ouattara a été salué à la dimension de ses réalisations de développement au profit d'une population en droit de les attendre. Voilà, les responsables de l'Agéro disent que les travaux vont se poursuivre à travers la ville d'Anyama. Ils ont lancé donc ce matin par ces travaux donc lancés par le président de la République, et pour les responsables des organisations et transporteurs, la prudence doit être de mise pour éviter certaines situations déplorables, nous dit notre reporter Alvor Assa. Les populations des communes d'Abobo et d'Anyama se sont déplacées massivement pour cette cérémonie d'inauguration de la voie express Abobo-Anyama. Voie qui autrefois était difficilement praticable, fait partie aujourd'hui des plus belles routes de Côte d'Ivoire. Naturellement, la parcourir est un véritable plaisir, d'où la joie des autorités municipales et des responsables des structures de transport de Côte d'Ivoire. C'est une journée marquée de satisfaction pour nous les transporteurs, quand on sait aujourd'hui que ce tronçon qui a été depuis des décennies un tronçon difficile à parcourir est devenu aujourd'hui un tronçon de rêve. Et cela traduit la volonté du président de la République et du gouvernement de faire en sorte que la question des infrastructures routières soit une question prioritaire pour permettre non seulement aux transporteurs de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, mais aussi de faciliter la question de la mobilité qui est aujourd'hui au cœur de tout développement. Depuis près de 40 ans, jour pour jour, que nous demandons cette réhabilitation de notre route. Belle voie, facile à pratiquer, mais la prudence doit être de mise pour éviter les accidents de la route. Vu la qualité de l'ouvrage, qui va certainement favoriser des allures beaucoup plus élevées,
le conseil que nous pouvons donner aux usagers, particulièrement à nos conducteurs et aussi aux patrons des entreprises de transport, d'abord de bien entretenir les véhicules, ensuite pour les conducteurs d'observer les règles minimales du code de la route afin que cette route-là puisse servir que desservir. La construction de cette route s'est faite avec beaucoup de rigueur. Les travaux ont été supervisés par l'AGEROUTE. Sous la supervision du ministère des Infrastructures économiques, nous avons eu en charge l'organisation de ce projet, la sélection, la présentation des marchés et la supervision générale du projet. Les travaux sont de qualité, mais l'entretien doit suivre pour éviter la dégradation de cette voie express. Il y a quelques mesures, je dirais, d'accompagnement qu'il faudra prendre liées à l'assainissement, parce que nous, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est la route elle-même, et nous sommes en discussion avec nos collègues de l'assainissement pour voir ce qui peut être fait. Pour le président de la République Alassane Ouattara, la construction de cette voie n'est que la première partie du projet de bitumage de la ville d'Anyama, comme il l'a promis. Et c'est pourquoi, juste après l'inauguration de cette route, il a lancé les travaux de construction de la voie principale qui traverse la ville d'Anyama. Elle est longue de 4 km. Et donc, après l'ouverture officielle de la voie express à Bobo-Anyama, baptisée Mohamed VI, le président de la République a mis en service dans la même commune le nouveau château d'eau avec une station de traitement d'une capacité de 4000 mètres cubes par jour. Pour en savoir davantage, suivant ce compte rendu, Mamadou Kouassi. Bois sec, c'est le nom de ce quartier de la ville d'Anyama. Ici, il est difficile d'avoir de l'eau potable dans les ménages. Il faut profiter de l'endommagement des conduites d'eau ou débourser la somme de 1500 francs CFA pour 10 bidons. D'où une activité profitable pour les jeunes de ce quartier. On vient payer 10 bidons ici à 250, on s'enlève à 1500. Maintenant, quand eux-mêmes ont des bidons, on peut prendre eux-mêmes les 10 bidons pour venir payer ici à 250 et les vendre à 1250. Bon, par jour, 20 000, 25 000. Désormais, Victorine et sa famille ne vont plus parcourir les 10 km pour aller chercher de l'eau à P418 ou encore payer 1500 francs CFA. Son quartier bénéficie d'un réservoir d'eau de 500 m3 et d'une station de traitement de 4000 m3 par jour. Coût de ce projet, 2 milliards de francs CFA financés à la fois par la Banque mondiale et l'Association internationale de développement. Cette réalisation vient combler le déficit en eau potable de la ville d'Anyama et de plusieurs quartiers de la commune d'Abobo, d'où la joie de sa population. On va avoir de l'eau ici. On ne va pas aller à quelques kilomètres pour aller chercher de l'eau. Donc on est très heureux, on est content même. On remercie Monsieur le Président. Ça fait plus de 5 ans, nous n'avons pas d'eau. Nos maris n'ont plus l'argent. On paye une barrique à 1500 francs par jour. Souvent 3 barriques par jour. Nos enfants n'arrivent même pas à étudier parce qu'ils sont toujours au point d'eau en train d'avoir les bidons. Nos enfants même ne grandissent plus. Ils sont tous devenus tous coucou parce qu'à force de prendre l'eau. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la joie, nous sommes contentes. Nous disons merci au Président. Une joie partagée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui entend poursuivre son programme de développement pour le bien-être des Ivoiriens. C'est un grand bonheur. L'eau est source de vie et voici donc les populations. Maintenant, nous avons tenu nos promesses sur Abidjan. On continue sur le reste du pays et ça viendra. Voilà, ça se fait normalement et nous sommes totalement conformes à nos engagements. Les populations ont exprimé au président de la République, Alassane Ouattara, leur gratitude pour cette promesse tenue, dont la réalisation vient améliorer leurs conditions de vie. Et sur place à Abobo, le président de la République a rencontré des victimes de la crise post-électorale de 2011 et celle des autres crises que la Côte d'Ivoire a connues. Et au cours de cette rencontre, Alassane Ouattara a promis que justice sera rendue et les victimes indemnisées. Le compte-rendu de Viviane Agnimin. Unis dans la douleur et dans l'espoir, c'est ainsi qu'on pourrait dépeindre la rencontre que le président de la République, Alassane Ouattara, a eue ce samedi matin avec les victimes de la crise post-électorale et des différentes crises que la Côte d'Ivoire a connues depuis 2000 et qui résident dans la commune d'Abobo, commune dortoir, avec une densité élevée d'habitants et considérée comme un bastion fort du RDR. Elle a connu de 2000 jusqu'à la crise post-électorale de 2011 en de nombreuses fois des actes de répression de la part des différents pouvoirs en place. Les points culminants ont été les tirs répétés d'obus sur les habitants d'Abobo au cours de la crise post-électorale de 2011 et la tuerie à l'arme lourde de 7 femmes au rond-point du quartier Anador. C'est donc dans une atmosphère lourde du souvenir encore récent
De toutes ces atrocités dont plusieurs des victimes présentes ce samedi à la mairie d'Abobo en portent les marques, que s'est déroulée cette rencontre voulue par le président de la République Alassane Ouattara. En ouverture, le maire, le ministre Adama Toungara, a expliqué que la commune d'Abobo compte 4 organisations de victimes. Chacune d'elles a choisi en son sein 25 victimes pour la représenter à cette rencontre, soit un total de 100 victimes désignées pour représenter l'ensemble des victimes de la commune d'Abobo. Ces 100 représentants ont choisi comme porte-parole Madame Aminata Ouattara, blessée de crise, dont le bras a été totalement endommagé. Et pourtant, dans une adresse pleine de vie et d'espoir, elle a exprimé ces phrases fortes au président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que vous êtes vous-même une victime, parce que vous avez souffert le martyre, vous mesurez à sa juste valeur ce que nous avons souffert. Que dis-je? Ce que nous souffrons dans notre chair et notre âme. Qui mieux que vous peut en effet réaliser le poids de la douleur qui nous étreint? Toutefois, vous avez pardonné et nous sommes prêts à pardonner. Mais nous voulons que justice soit faite. C'est à ce seul prix, Monsieur le Président de la République, que notre pardon aura un sens véritable. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous remercions pour tout ce que vous avez déjà fait pour nous et vous disons combien de fois nous comptons sur vous. Monsieur le Président de la République, en si peu de temps, vous avez transformé la Côte d'Ivoire et c'est visible de tous. Que le pays est en chantier grâce à votre acharnement au travail bien fait. Ce qui nous soulage et diminue notre peine. Vous êtes tout simplement, Monsieur le Président de la République, un bâtisseur, le bâtisseur de la nouvelle ère de notre pays. Moment de grande émotion où ni tournure protocolaire ni belle phrase n'avaient droit de citer. C'est du fond du cœur que le président de la République s'est exprimé pour traduire sa compassion aux victimes. Au nom de toute la nation, toutes mes condoléances. Toutes mes condoléances. Afo, Yako. Je suis très bouleversé, très ému avec cette rencontre. Parce que vous savez, ce qui est arrivé n'aurait pas dû arriver. Mais nous sommes des croyants et nous considérons que la volonté de Dieu se réalise toujours, même dans les mauvaises circonstances. Je voudrais donc vous dire toute notre compassion et vous dire que nous serons toujours à vos côtés et que la Côte d'Ivoire vous est reconnaissante. Car grâce à votre bravoure, à votre courage, à votre détermination, à votre sacrifice, que nous avons retrouvé la liberté et la paix. Et voyez-vous, vous pouvez être fiers aussi, parce que depuis le 11 avril 2011, donc cela fait 4 ans aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en paix. Et la Côte d'Ivoire est au travail, comme le disait notre fille Ami Ouattara. Et la Côte d'Ivoire avance. Tout cela grâce à vos sacrifices. Donc vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait, malgré les séquelles. Les grands pays ont toujours des moments de douleur, des moments de peine. Et c'est ce que nous avons ressenti. Mais cette page est tournée, grâce à vous. C'est aussi avec une grande détermination dans la voix qu'il a promis que justice sera rendue pour tous les crimes commis. Je comprends quand vous dites que nous avons les mêmes douleurs. Oui, j'ai la même douleur que vous. Et je vous demande d'accepter de pardonner. De pardonner comme moi je l'ai fait. Je vous demande de pardonner. Je vous demande de vous dire que d'abord, la Côte d'Ivoire a besoin de tourner cette page. Nous avons besoin de vivre ensemble, comme vous le faites maintenant, dans les différents quartiers. Je vous demande de continuer de pardonner. Oui, vous avez raison, cela ne doit pas occulter le problème de la justice.
Oui, les personnes responsables de ces atrocités seront jugées et continueront d'être jugées, quelles que soient les opinions nationales et internationales. J'entends ici le là parlant de justice des vainqueurs. Est-ce qu'on a déjà vu une justice des vaincus? Si c'était les autres, ils vous auraient tués tous. Et le fait qu'on les juge montre que nous sommes une démocratie, que nous sommes un pays de droit. Nous allons continuer de juger ceux qui ont commis ces crimes. Ils doivent être jugés en Côte d'Ivoire. Personne n'ira à la CPI. Personne. Nous jugerons toutes les personnes ici en Côte d'Ivoire. Parce que nous en avons la capacité. Nous voulons montrer que nous sommes un pays moderne, un pays de droit et un pays de justice. Donc j'ai entendu votre message, ma chère fille. Voyez-vous, je ne peux pas juste lire un discours. Ce que je vous dis vient du fond du cœur. Parce que je ressens votre douleur. Je trouve inadmissible ces personnes qui ont tué, qui ont brûlé des gens, qui ont violé des femmes, se conduisent aujourd'hui comme s'ils étaient des anges, comme s'ils n'avaient rien fait. Ce n'est pas acceptable. Et cela ne devra plus jamais se passer en Côte d'Ivoire. Mais malgré tout ça, ce que je vous demande, c'est d'accepter de pardonner. Oui, pardonner, parce que le pardon grandit. Le pardon grandit. Les vrais croyants pardonnent toujours. Parce que nous savons qu'au-delà de ce que nous faisons ici, nous irons au-delà. Il y aura un jugement suprême après notre mort. Donc soyez rassurés que malgré tout ce que ces gens pensent, la justice fera son travail. Et nous n'allons épargner personne. Tous ceux qui ont commis des atrocités, où que ce soit sur le territoire national, seront jugés et seront jugés en Côte d'Ivoire par la justice ivoirienne. Je vous donne cette assurance. Le président de la République leur a aussi promis que l'État leur apportera tout son soutien sous la forme d'une indemnisation. Voyez-vous, chers parents, je viens de mettre en place également la CONARIV, la Commission nationale de réconciliation et d'indemnisation des victimes. Cela a pris du temps. Nous sommes rendus compte après le travail de la CDVR que toutes les victimes n'avaient pas pu être recensées. Et moi, je ne veux laisser aucune victime, aucun proche de victime au bord de la route. C'est pour ça que nous avons réactivé cette commission, pour faire son travail, pour aller jusqu'au bout, pour permettre de faire une indemnisation qui soit juste, qui soit équitable et qui concerne tout le monde. Donc je voudrais vous dire que ce n'est pas certainement pour beaucoup, cela est nécessaire, parce que je vois des veuves qui ont perdu leur époux, qui ont perdu tous leurs grands-enfants. On sait comment ces gens opéraient et qui n'ont aujourd'hui aucun moyen de subsistance. Donc l'indemnisation est nécessaire. Mais il faut aller au-delà. La Côte d'Ivoire a besoin de montrer l'exemple. Nous devons faire en sorte que ces questions soient du passé. Quelle barbarie. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny dans laquelle nous avons vécu ces mois et ces années sombres. Donc je voudrais terminer en vous disant, chers parents, chers enfants, que je suis venu vous dire que je pense souvent à vous. Et j'ai mal. J'ai mal pour mon pays. J'ai mal pour la folie qui a emporté certains de nos concitoyens. Mais je vous donne la garantie qu'avec Alassane Ouattara comme président de la République, plus jamais cela ne se reproduira. Oui. Avant de mettre fin à la rencontre, le président de la République a offert une enveloppe aux victimes présentes à cette rencontre. La Côte d'Ivoire est en paix. La Côte d'Ivoire avance grâce à vos sacrifices, leur a dit le président de la République. Et pour bien le signifier, délaissant son véhicule de commandement, le président de la République est monté dans le même car que les victimes pour effectuer avec elles le trajet jusqu'au lieu de la cérémonie d'inauguration de la nouvelle voie à Bobo, à Niama, comme pour leur dire que cette réalisation l'est grâce à leur sacrifice. Voilà ce que l'on pouvait dire sur Abobo ce samedi. Pour suivre ce communiqué, dans le cadre des préparatifs de la visite du président de la République dans les départements de Tia Salé, Sikinsi et Tahabo,
Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité invite les élus et cadres des 10 départements à prendre part à la réunion d'information qui aura lieu le lundi 13 avril à 16h à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan. L'actualité, c'est aussi la célébration des femmes du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique en présence de la première dame Dominique Ouattara. Cette journée hommage qui est à sa 3e édition a pour thème l'école obligatoire, un défi pour le ministère en charge de l'éducation. Alexise Ouedraogo. La Côte d'Ivoire veut tous ses enfants à l'école et bien encadrés. Le chef de l'État l'a décidé, tous les élèves de 6 à 6 ans devront être obligatoirement scolarisés dès la rentrée 2015-2016. C'est d'ailleurs le sens du thème arrêté pour la journée hommage aux femmes du secteur de l'éducation. Elles étaient nombreuses ce samedi au Parc des Sports de Treichville. Le thème de cette cérémonie, l'école obligatoire, défi pour le MENET. Cette thématique résume tout un programme. L'obligation scolaire constitue en effet un des axes majeurs du plan d'action du gouvernement. Scolariser les enfants, c'est leur donner l'opportunité de participer activement à la construction de la Côte d'Ivoire moderne. École obligatoire, défi pour le MENET, une vision qui épouse la première dame de Côte d'Ivoire, marraine de la cérémonie. Dominique Ouattara a salué l'engagement des acteurs du monde ivoirien de l'éducation. J'ai tenu à être présente à vos côtés afin de marquer mon adhésion à cette cérémonie d'hommage et de décoration qui vient d'avoir lieu, car elle matérialise notre engagement commun pour l'éducation de nos enfants. Il convient de promouvoir tous les facteurs pouvant favoriser une plus grande accessibilité de nos enfants à l'école. Et la journée d'hommage de ce jour participe à cette promotion, car d'une part, elle célèbre le mérite des enseignants et du personnel du MENET, et d'autre part, les stimule à un dépassement de soi dans l'exercice de leurs fonctions. La rencontre a été l'occasion de célébrer les anciens ministres de l'Éducation nationale. À leur tête, Lambert Amontano, tout premier ministre de l'Éducation nationale de 1963 à 1970. Les acteurs du secteur s'étant distingués dans l'exercice de leur profession ont été décorés. La fête a pris fin sur des pas de danse. Voilà. La première dame était hier sur le site du Sahara et nous sommes dans le domaine agricole. Dominique Ouattara a visité des stands et s'est exprimé sur l'organisation de ce salon. Vous l'entendrez dans ce compte-rendu de Viviane Agnimer. Proche de toutes les femmes de Côte d'Ivoire, citadines ou rurales, qu'elle aide autant qu'elle peut à promouvoir des activités génératrices de revenus par la mise à leur disposition d'un microcrédit ou encore par l'octroi de dons de matériel de production à leurs différents groupements coopératifs. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a visité ce vendredi après-midi le salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Conduite par le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, elle a parcouru les nombreux stands de cette exposition. D'abord sous le chapiteau de la Côte d'Ivoire où, malgré la chaleur ambiante, elle a marqué plusieurs arrêts pour échanger avec les exposants. Au stand du cacao, elle a reçu avec émotion l'accueil enthousiaste de plusieurs enfants réunis là pour lui dire merci pour le combat qu'elle mène pour supprimer définitivement sur le sol ivoirien le travail des enfants, autant dans la cacaoculture que dans d'autres domaines de l'activité économique. La visite s'est poursuivie par les stands des pays étrangers. Le Maroc, invité d'honneur du Sahara, la France, le Niger, ainsi que d'autres. Un tour aussi pour découvrir avec admiration les avancées remarquables en matière d'élevage bovin, mais aussi d'élevage des petits ruminants. C'est un grand intérêt que la première dame a manifesté dans cette visite du Sahara. Je suis particulièrement impressionnée par la taille et la diversité du salon. Et je voudrais en cela féliciter le gouvernement et plus particulièrement Monsieur le ministre de l'Agriculture et Monsieur le ministre aussi Adjoumani des Ressources halieutiques. Donc je voudrais leur dire que c'est magnifique. Je suis heureuse que le Sahara soit enfin revenu en Côte d'Ivoire, à Abidjan. J'espère qu'il y en aura un régulièrement, Monsieur le ministre. Et vraiment, c'était magnifique. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup d'espèces d'animaux,
beaucoup de recherches aussi. J'ai été vraiment impressionnée. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de nos sœurs qui étaient dans les stands et qui étaient aux commandes. Donc déjà, ça m'a rempli de joie. Je pense que l'agriculture, c'est connu, peut être un secteur extrêmement important pour les femmes. Pour la lutte contre le travail des enfants, vous savez que tout mon comité se bat, et le gouvernement également, se bat pour que les enfants ne travaillent plus dans les plantations, dans les lieux domestiques, un peu partout. Donc c'est également le lieu ici, en ce qui concerne l'agriculture, de pouvoir dire stop au travail des enfants. 1 heure environ, c'est le temps qu'aura passé la Première Dame dans la visite de ce salon. Ouvert donc officiellement... C'était le 3 avril dernier. Eh bien, le Sahara a pris fin aujourd'hui. Nous sommes avec Noël Niagno du service économie de la rédaction. Alors, Noël, la première question. Pourquoi a-t-on choisi le Maroc comme invité d'honneur à ce salon? On a choisi le Maroc pour une raison toute simple. Le Maroc a réussi quelque chose avec sa politique du Maroc vert. Ah oui. Le Maroc a réussi à dompter, à apprivoiser l'eau. Nous avons suffisamment d'eau. Le Maroc en a moins que nous, mais le Maroc a réussi à dompter l'eau. Et nous avons donc décidé de prendre chez l'autre ce qu'il a de mieux. Tout à fait. Pas pour singer l'autre, mais pour adapter ce qu'il a réussi avec suffisamment de réalisme. C'est pourquoi nous avons choisi le Maroc. Et pour effacer définitivement cette conception que nous avons de l'eau, l'eau n'est pas un don du ciel, n'est pas qu'un don du ciel, c'est un produit économique désormais. Et il faut bien gérer l'eau pour la mettre au service de l'agriculture. Parce que 3 composantes participent à la productivité agricole. Il y a l'eau, la terre et la semence. Alors Noël, que retenir du Sahara en termes de retombées? Le Sahara en chiffres, pour être clair. D'abord, le Sahara en chiffres, on a eu 80 000 m² d'espace, c'est-à-dire 8 hectares. Il y a eu 10 100 m² de surface d'exposition, 371 stands, 607 entreprises et organisations exposantes, 12 pays représentés. Ça donne le caractère international au Sahara. Il y a 7 délégations diplomatiques en soutien. Au niveau des visiteurs, on a eu 161 257 visiteurs au soir du 10 avril 2015. Notons que en 97 et en 98, il y en avait suffisamment moins. Ah d'accord. Voilà. D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut dire que... Allez-y. Et puis, dernier élément, il y a 8 accords qui ont été passés. Ah oui. Il faut dire que ce Sahara 2015 a été riche en enseignement, riche en prise de contact aussi. Oui, ce Sahara 2015 a été riche en enseignement. Bien sûr. On a réfléchi sur comment maîtriser l'eau. On a réfléchi sur comment rendre plus performante notre agriculture. On a réfléchi sur les ressources animales. On a réfléchi également sur la question, la problématique du financement avec le Fonds saoudien. Merci Noël. Poursuivons donc en disant que Frère Yamoussoukro du 2e congrès ordinaire du mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits, le MIDD, s'engage à œuvrer pour une école de qualité et rassure de la reprise des cours dès le lundi 13 avril prochain. Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Tel est le thème du 2e congrès ordinaire du mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits, MIDD. Au pied de la basilique à Yamoussoukro, les travaux de ce congrès ont permis d'aborder plusieurs questions liées au bon fonctionnement de l'école ivoirienne. Les temps forts ont été l'élection du nouveau bureau. À ce sujet, Mensmen Komoué a été réélu au poste de secrétaire national du MIDD. Le secrétaire national du mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits s'engage à œuvrer pour une école de qualité et digne de la nation ivoirienne. Il leur rassure quant à la reprise en normale des cours le 13 avril prochain, fin des congés de Pâques. Le 30 avril, qui est la date du rendez-vous à nous accorder pour qu'on fasse le bilan de l'ensemble. Le Kenya a commencé hier à inhumer les victimes du massacre de l'université de Garissa. De nombreux étudiants et proches en pleurs se sont réunis à la morgue de Nairobi, la capitale kenyane, pour rendre un dernier hommage. Des images pour en témoigner. Tôt ce vendredi, de nombreux étudiants et proches en pleurs se sont réunis à la morgue de Nairobi, la capitale kenyane, pour rendre un dernier hommage à Angela.
l'une des 148 victimes de l'attaque perpétrée le 2 avril par les islamistes somaliens Shebab. Je pense que si le gouvernement avait agi, par exemple, en envoyant des policiers pour cette semaine précise dans toutes les universités, nous ne serions pas en train d'enterrer Jojo maintenant. Et je suis toujours triste car Jojo n'est pas là aujourd'hui pour dire son histoire. Combien de vies allons-nous perdre à cause du terrorisme? Ce n'est pas la première fois. Devant l'entrée de la morgue, une vingtaine de cercueils vides et des dizaines de photographies de victimes ont été alignées. Toute la matinée, sous de grandes tentes blanches, des dizaines de personnes ont été tour à tour appelées pour récupérer le corps de leurs proches. Nous avions beaucoup de rêves. C'était cette histoire. Étudier beaucoup, aller à l'université, décrocher un bon travail. Et puis, tout ça perd son sens. Pourquoi est-ce que je devais tant travailler? Comment est-ce que vous continuez à encourager le reste de l'université quand à cette même université, ils vont et se font tuer? Donc, on a perdu foi en eux à un certain moment. L'attaque de Garissa est la plus meurtrière au Kenya depuis celle contre l'ambassade américaine par Al-Qaïda en 1998. L'attaque avait fait 213 morts. Ces derniers jours, les autorités kenyanes ont été aussi critiquées pour n'avoir pas pu empêcher l'attaque malgré des renseignements en ce sens. Dès l'annonce de l'assassinat, le président Alassane Ouattara a adressé ce message à son homologue Uhuru Kenyatta. Le président Alassane Ouattara dit ceci: « Je condamne avec fermeté ces actes terroristes qui portent gravement atteinte à la dignité humaine et à l'émancipation de la jeunesse à venir de notre continent. » Sensible à ce drame qui endeuille le Kenya, le gouvernement et le peuple ivoirien se joignent à moi pour exprimer nos sincères condoléances à votre Excellence et aux familles éplorées, ainsi qu'au vœu de prompt rétablissement aux blessés, signé Alassane Ouattara. Un autre communiqué adressé à son Excellence Ali Bongo Dimba: j'ai appris avec une profonde tristesse le décès de Rose Francine Rogombe, ancien président de la République par intérim et du Sénat de la République gabonaise. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement et le peuple ivoirien se joignent à moi pour exprimer à votre Excellence, au peuple frère du Gabon, notre profonde compassion et notre solidarité. À présent, la page culture. Nyanga Djogon connaît est notre invité. Bonsoir. Et vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Les jeunes patriotes ou la revanche des porteurs de chaises en Côte d'Ivoire. Pourquoi le choix d'un tel thème? Merci, monsieur, pour l'opportunité que vous m'offrez ainsi pour commenter quelques passages de mon ouvrage intitulé Les jeunes patriotes ou la revanche des porteurs de chaises en Côte d'Ivoire. Par le titre « Revanche de porteurs de chaises », je voulais tout simplement mettre en relief l'argument selon lequel l'effervescence patriotique juvénile à laquelle l'on a assisté en Côte d'Ivoire dans la décennie 2000 à 2010 résulte d'une dynamique sociale et politique. C'était une dynamique où de jeunes générations autrefois confrontées à une panne d'ascenseur social, ont compris, notamment avec le désordre induit par la situation de guerre, que cette situation de guerre-là était une opportunité pour renégocier de meilleurs statuts sociaux. Voilà, je voulais donc tout simplement indiquer que, en réalité, les jeunes patriotes constituent tout un ensemble de jeunes générations qui, par le passé, étaient bannis de toute participation économique et donc confinés dans un rôle politique marginal de simples porteurs de chaises. Et donc, ce sont ces ex-porteurs de chaises-là qui profitent donc de la situation de guerre pour conquérir de nouveaux statuts et même le pouvoir. Alors, pour l'instant, la présentation de cet ouvrage. La crise politico-militaire qu'a connue la Côte d'Ivoire de 2002 à 2011 a donné lieu à une panoplie de mouvements de soutien au pouvoir d'alors. Parmi ces mouvements, celui des jeunes patriotes qui avait pour but, selon ces jeunes, la défense du pays et de ses institutions. C'est sans doute ce qui a motivé Nyaga Djomo Kone à écrire Les jeunes patriotes ou la revanche des porteurs de chaises en Côte d'Ivoire, œuvre littéraire qui se présente sous forme de mémoire. Dans cet ouvrage de 322 pages, l'auteur démontre que l'engagement des jeunes patriotes dans la violence politique s'explique par un mélange de motivations d'ordre politique, économique, idéologique,
historique, ethnique et affectif. Ce député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a subdivisé son œuvre en 3 parties. La première retrace l'éclatement de la rébellion qui a donné lieu à l'appel au patriotisme des jeunes. La seconde, selon lui, montre l'opportunisme des jeunes patriotes dans le projet de défense de la Côte d'Ivoire. Et la dernière, les facteurs qui ont motivé l'engagement des jeunes patriotes et le sens de la crise post-électorale de 2011. Au travers de l'œuvre « Les jeunes patriotes ou la revanche des porteurs de chaises en Côte d'Ivoire », ce sont les limites du modèle économique d'analyse des guerres civiles en Afrique qui sont mises en exergue. Et pour cela, Nagadjomo Kone suggère que leur compréhension prenne en compte les déterminants structurels comme l'histoire, l'idéologie et l'ethnicité. Je ne suis pas encore convaincu, donc je voulais vous demander, franchement, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à écrire ce livre? On peut j'ai identifié 3 raisons phares. La première raison, c'est que, d'abord, je voudrais vous rappeler que cet ouvrage-là, c'est le résultat de ma thèse que je viens de publier. Et donc, la première raison, c'est que j'ai été pratiquement interpellé par mon directeur de thèse, qui est le professeur Francis Akines, qui estimait que j'avais fait une thèse de qualité et que ce serait une symphonie inachevée que cette thèse-là ne soit pas publiée. Ça, c'était la première raison. La seconde raison, c'est que j'avoue que j'assistais avec beaucoup de tristesse quand des intellectuels ivoiriens et africains qui sont censés être des clercs de la société, et ces intellectuels-là développaient des thèses, j'allais dire, qui intoxiquaient plus qu'elles n'éclairaient, en tout cas l'opinion, sur le sens de l'émergence du mouvement Jeunes Patriotes. Et donc j'ai estimé qu'ayant fait beaucoup de travaux sur ce mouvement, ayant pratiqué ce mouvement, il était opportun que j'apporte ma contribution. Alors, quelles sont selon vous les modalités de création de ces mouvements de jeunesse? Effectivement, le mouvement Jeunes Patriotes, je peux dire que le mouvement Jeunes Patriotes est le résultat de ce que j'ai appelé la politique gbagboïste de la rue. Alors, de quoi s'agit-il, la politique gbagboïste de la rue? Pour comprendre cette politique, il suffit tout simplement de jeter un regard, j'allais dire rétrospectif, sur la cartographie électorale de 2000. Qui révèle en tout cas un contexte politique assez concurrentiel. Et de quoi s'agit-il, M. Mobio? Vous constatez qu'en 2000, le FPI est au pouvoir et le FPI va aux élections législatives. Le FPI obtient 96 sièges contre 94 pour une seule partie de son opposition. Quand je dis une seule partie, vous vous rappelez que le Rassemblement des Républicains n'a pas participé aux législatives de 2000. Et donc, le FPI obtient 96 voix, je le dis, 96 sièges contre 94. Commentaire politique, c'est qu'on se retrouve déjà à presque jeu égal, un parti au pouvoir qui fait presque jeu égal avec son opposition. Et on va cette fois-ci aux élections municipales. Et aux élections municipales, le FPI obtient 25,2% du suffrage exprimé, quand le PDCI obtient, si ma mémoire est bonne, 26,9% et le RDR 27%. Le commentaire, c'est quoi? C'est que malgré le fait que le FPI soit au pouvoir, ce parti-là se trouve dans une posture de parti minoritaire. Et donc, à mon avis, c'est de là que part l'idée de faire en sorte que c'est de là que part, j'allais dire, la prise de conscience chez les dirigeants du FPI de faire un meilleur ancrage sociologique de son parti. Et c'est pourquoi vous avez constaté que le président Laurent Gbagbo a commencé à jouer à fond sur des rhétoriques nationalistes, sur ce que j'appelle les rhétoriques anticoloniales qui étaient censées faire recette dans les milieux des jeunes, parce que de toute façon, ce sont ces jeunes-là qui étaient pendant des années durant frappés de plein fouet par une longue crise économique. Et vous faites allusion aussi à la manipulation des jeunes. Qu'est-ce que vous dire que la jeunesse aujourd'hui n'est pas aussi manipulée par les partis au pouvoir aujourd'hui et que cela n'a pas été ainsi aussi dans les autres partis qui se sont succédés? Parce qu'on a toujours besoin de la jeunesse quand même. Hein? Oui, bien entendu. Moi, je pense qu'on ne peut pas le nier et les résultats de notre recherche sont formels. De 2000 jusqu'à 2010, la jeunesse patriotique a été l'objet d'une manipulation.
elle a été l'objet d'une manipulation. On a vendu l'illusion d'un État pourvoyeur, l'illusion d'un État paternaliste, et c'est flatté véritablement de cette illusion-là que la jeunesse s'est engagée. Mais attention, comme certains le font, il ne faut pas croire que les jeunes patriotes étaient des idiots d'une instrumentalisation à sens unique. Je ne commets pas cette erreur. Les jeunes patriotes aussi ont entrepris toute une kyrielle de techniques qui leur permettaient d'instrumentaliser ceux, c'est-à-dire les élites qui pensaient aussi les instrumentaliser. Donc, on se retrouvait finalement dans une posture d'instrumentalisation mutuelle entre élites et jeunes. Alors, nous sommes dans un processus de réconciliation. Quelle pourrait être la contribution de vos écrits dans ce processus-là, pour terminer? Bon, pour terminer, je pense que nous l'avons indiqué dans notre ouvrage, le processus de réconciliation, la réconciliation en Côte d'Ivoire sera, j'allais dire, une œuvre assez difficile. Dans la mesure où on n'a pas fait attention, mais il y a eu des entrepreneurs politiques, des professionnels de construction sociale de la haine qui ont, j'allais dire, construit cette haine-là à partir d'un ensemble de techniques. Vous avez par exemple beaucoup de films qui ont été produits sur le moment et il arrive généralement que des Ivoiriens de bonne foi se laissent abuser. Et pour moi, mais qu'est-ce qu'on fait pour aboutir à la réconciliation? Mais il faut déconstruire justement tous ces films qui ont été produits durant la crise. Il faut les déconstruire. Il faut retrouver les auteurs, il faut discuter avec eux, il faut qu'ils viennent dire aux Ivoiriens que c'était pas tout à fait juste ce qu'ils mettaient, que c'était juste à des fins de mobilisation qu'ils l'ont fait. Alors où est-ce qu'on achète ça? Non, on ne va pas faire de publicité, hein, mais c'est accessible à tous, hein, toutes les bourses. Hein. Oui, bien entendu, parce que c'est un ouvrage que nous avons souhaité, en tout cas, que l'ensemble des Ivoiriens puissent se procurer ce bouquin. Et il est au prix de seulement 5 000 francs CFA et on le trouve à la Librairie de France et puis aussi chez l'éditeur, les classiques ivoiriens qui sont situés à Koumassi. Alors tout à l'heure, nous allons vous faire la facture de ce que vous venez de dire. Rappelons que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a inauguré ce samedi la voie express à Bobo à Niama, baptisée du nom du roi du Maroc, Mohamed VI. Voilà, comme vous le voyez en image, la joie exprimée par les populations de cette commune. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI 1. Portez-vous bien.